Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Nous sommes en pleine période estivale, même si c'est dans un contexte marqué par le coronavirus. Dans l'esprit de beaucoup de Français, vacances riment avec le Portugal. Le sujet qu'on aborde aujourd'hui est lié, lui, aux investissements chinois au Portugal. Pour en parler, je suis avec Cécile Gonçalves, directrice de l'agence Maison Portugal. Cécile Gonçalves, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. À votre avis, pourquoi les Chinois investissent au Portugal ? Écoutez, les Chinois investissent un petit peu partout dans le monde. Partout, ouais. Et effectivement, le Portugal est un pays dans lequel ils ont beaucoup investi à partir de 2012-2013 et notamment donc dans certains secteurs comme des ports au Portugal ou une partie quand on a eu des privatisations d'entreprises nationales lors de la crise. Mais on a également beaucoup de Chinois qui ont investi à l'abri des Golden Visa, puisqu'on a un visa doré qui permet d'obtenir la nationalité, même la nationalité portugaise, mais qui permet surtout en très peu sans être très contraignant, d'investir dans l'immobilier entre autres et d'obtenir donc un visa qui donne dans l'espace Schengen, qui vous permet soit d'y vivre ou alors d'y passer 7 jours par an seulement. Donc en fait, on va dire que pour les Chinois, c'était idéal d'avoir un point d'entrée en Europe en investissant au Portugal et en faisant fructifier leurs biens immobiliers. Quand ils investissent dans les ports, par exemple, s'agit-il de ports privés ou publics ? Alors c'était effectivement un port public qui a été privatisé lors de la crise. Le Portugal, le gouvernement avait besoin de se renflouer pendant cette période très difficile. Et il y a eu beaucoup d'investisseurs chinois et d'investisseurs également angolais. Effectivement, par rapport à la Chine, le Portugal aussi a une plateforme avec ce qu'on appelle les pays PALOP, qui sont des pays qui parlent le portugais. Je pense notamment au Mozambique, à l'Angola, au Brésil. Et en fait, c'était une bonne porte d'entrée à travers le Portugal parce qu'elles ont des accords avec ces pays. Et les Chinois sont également passés par le Portugal pour investir à l'étranger. Vous me faites penser à l'investissement chinois en Grèce. Vous voyez, ils ont en fait acheté le droit d'exploitation, si j'ai bien compris, du port Pirée. Oui, voilà. Mais c'est à peu près le même principe. Ouais. Donc voilà, et puis il y avait aussi, comme je vous disais, beaucoup d'investisseurs privés, de personnes qui voulaient avoir donc le droit de transiter librement en Union européenne et qui sont également, tout comme il y avait eu beaucoup de Golden Visa en Crète notamment, le Portugal lui permettait avec 500 000 euros 500 000. Oui, 500 000 euros pour de l'investissement immobilier dans un premier temps. Et donc en fait vous pouvez louer en même temps, donc on a des bonnes rentabilités au Portugal et c'était très facile parce que vous avez aussi le regroupement familial, ce qui est assez compétitif par rapport à d'autres programmes. Toute la famille peut suivre l'investisseur, c'est ça que ça veut dire. Voilà, alors pas toute la famille mais les enfants mineurs, la femme ou le mari. Et on peut aussi en co-investir, c'est-à-dire qu'en fait on a aussi des familles qui achètent des biens immobiliers de 1 million d'euros et qui se répartissent le bien, donc c'était très, très facile et très simple d'obtenir ce Golden Visa. Ça veut dire qu'à partir d'un investissement de 500 000 euros, un Chinois peut obtenir sans problème la nationalité portugaise. Oui, alors soit la nationalité. Mais c'est plutôt, oui. Ça, au bout de 5 ans, ils peuvent demander la nationalité. Mais ils ont de toute manière ce droit d'entrée dès lors qu'ils ont fait donc un apport de 500 000 euros pour acheter un bien immobilier. Il y a d'autres formes de l'avoir. Excusez-moi, oui. C'est un visa parce que beaucoup de Chinois, à mon avis, s'intéressent à ce sujet. S'agit-il, quand vous parlez du droit d'entrée, s'agit-il d'un visa de quelle durée ? Alors c'est un visa qui est renouvelé, donc qui est normalement en fait est délivré pour ce qui s'appelle des investisseurs. Donc en fait, vous investissez, alors ça peut être sur 350 000 euros si vous investissez dans de la culture et de l'art au Portugal. Également 350 000 euros si jamais vous investissez dans une entreprise qui recrute 10 personnes et qui emploie 10 personnes au Portugal. Ou 500 000 euros pour de l'immobilier. Alors après,
on va dire que 95% des Golden Visa ont été délivrés parce que les gens ont préféré l'immobilier parce que c'était plus simple et c'était aussi une façon plus liquide d'investir. Liquide parce que vous pouvez revendre votre actif quand vous voulez. C'est pas comme... Et pourtant, l'immobilier en général, c'est pas considéré comme un bien liquide. C'est plutôt la bourse et les actions, vous voyez. Alors c'est moins risqué que la bourse, mais en fait je dis liquide dans le sens où majoritairement les gens ont investi dans Lisbonne, où c'est un peu comme à Paris. Vous voyez, quand vous achetez un bien à Paris, vous le mettez sur le marché, en une semaine, 2 semaines, ça disparaît parce qu'on arrive à le vendre facilement. Ils investissent dans des emplacements, on va dire, où un bien immobilier peut être cédé facilement, c'est ça? Tout à fait. Pour 500 000 euros, en fait, on est loin du marché immobilier parisien. C'est plus facile. Avec 500 000 euros, on a un bien... un très beau bien. C'est-à-dire, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Qu'est-ce qu'on a pour 500 000 euros? Allez, alors, pour 500 000 euros, on peut avoir un appartement dans du neuf, avec, voilà, avec une cuisine totalement équipée, avec un parking en sous-sol, une terrasse dans un bien d'un quartier de Lisbonne comme Benfica par exemple, ou alors on peut aussi être à 16 minutes de Lisbonne mais face à la baie du Tage qui est le fleuve, enfin, dans des endroits qui sont vraiment très très beaux, on arrive facilement à avoir un F3. Donc, question importante, quelle surface? La surface, pour 500 000 euros, vous pouvez facilement dans ces zones comme Seychelles ou Alcochete avoir 100 mètres carrés, 110 mètres carrés. 110 mètres carrés. Oui. Mais dans quelle ville les Chinois investissent majoritairement? Alors, les Chinois ont investi majoritairement dans Lisbonne. Lisbonne, à la capitale. Voilà, dans la capitale, parce que effectivement, c'est, on va dire, l'endroit où il y a le plus de facilité, de flux. C'est l'endroit économique, par excellence, au Portugal. Il y en a qui ont également investi dans l'Algarve, qui est le sud du Portugal, qui est un peu la Côte d'Azur, également. Donc, oui, tout à fait. Donc, et après, vous avez Porto, un petit peu, qui est dans le nord du Portugal. Ces 3 zones ont des aéroports internationaux, ça c'est important de le dire, sachant que les meilleures liaisons sont forcément avec la capitale Lisbonne. Donc, voilà. Est-ce qu'ils sont très très nombreux à investir dans l'immobilier, les Chinois? Écoutez, sur ce programme de Golden Visa, on a eu donc 5 billions 357 millions d'euros, duquel 51% des investissements étaient chinois. Donc jusqu'à présent, c'est un programme qui existe depuis octobre 2012. Donc c'est pour vous dire le poids des Chinois. Sachant que ces dernières années, on a aussi beaucoup de Brésiliens qui ont investi, donc ça se dilue un petit peu, mais c'est vrai que les Chinois ont été prépondérants dans cette... Prépondérants même, je pensais que c'était les Américains et surtout les Français, parce que les Français, une fois qu'ils sont à la retraite, même avant même de partir à la retraite, ils commencent à investir au Portugal. Oui, alors, bien ça? Oui, mais là par contre c'est un autre programme parce qu'on a quelque chose d'autre au Portugal, mais là il faut vraiment s'installer et vivre au Portugal. On a un statut qui s'appelle le non-résident habituel et qui est conféré et qui a un statut fiscal très avantageux au Portugal, mais pour cela il faut y vivre. Donc en fait, vivre de façon permanente. Y vivre de façon permanente, y installer sa première résidence. Résidence principale. Sa résidence principale, et y habiter plus de la moitié de l'année. Et c'est vrai que on a évidemment une communauté chinoise qui vit au Portugal. Mais c'est en général les Chinois investissent et ne restent pas spécialement tout le temps au Portugal. Ils ne résident pas. Alors on a des Chinois qui résident, mais on a aussi beaucoup d'investisseurs qui achètent le bien, le mettent en location, ont une rentabilité. À qui louent-ils? Alors ils louent aux Portugais, à des étrangers qui s'installent au Portugal également, ou en Airbnb, tout comme ils le feraient, parce qu'il y a des agences. Mais c'est pas trop dangereux, parce que moi j'ai lu que quand on investit à l'étranger et qu'on n'y habite pas, eh bien déjà c'est très compliqué pour récupérer les loyers. Si jamais il y a des impayés, comment vous faites déjà? Et puis il y a des tas de problèmes
Non. Alors, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Il n'y a pas tant de problèmes. Non. Le marché de la location est un marché qui est très restreint au Portugal. Il n'y a pas autant de locations comme il y en a à Paris. Et on est sur des biens qui sont plutôt des biens qui sont loués par des expatriés, qui sont donc avec des entreprises. Il faut bien choisir son locataire, c'est évident. Mais on a des contrats aussi au Portugal qui sont des contrats où les deux parties déterminent le temps. C'est-à-dire que si jamais je suis propriétaire, je peux vous dire, je vous loue mon bien, Madame Chen, pour 1 an. Et au bout d'1 an, le propriétaire peut réavoir son bien. Donc c'est un peu différent de la France à ce niveau-là. Oui, donc si j'ai bien compris, hein, les Chinois achètent du bien immobilier au Portugal dans le but essentiellement de le mettre en location, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais dans ce cas-là, quel est le taux de rentabilité? Alors, annuel, bien sûr. Oui, on a des rentabilités qui sont assez bonnes au Portugal. On arrive facilement à avoir 5-6% de rentabilité sur un bien, même acheté dans le centre. C'est beaucoup. 6%, surtout dans le contexte où le taux d'intérêt est négatif, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que les taux d'intérêt sont très bas, donc ça fait un bon effet de levier pour qui a donc la possibilité de se financer. Le Portugal est considéré comme une rising star ces dernières années. Des grands groupes, même d'investisseurs, s'intéressent au Portugal. Il y a de plus en plus d'investissements étrangers, de grands groupes consolidés, qu'ils soient américains ou d'autres nationalités, ou chinois, qui investissent et développent des programmes immobiliers, entre autres, ou investissent dans certaines industries au Portugal. Est-ce qu'il y a des investisseurs chinois qui achètent du bien immobilier sur place pour pouvoir à leur tour faire des transactions immobilières? Oui, alors il y a quelques Comme groupes. Il y en a à Paris, hein, où vous voyez des agences immobilières tenues par des Chinois, mais je précise que là, ce sont des Chinois qui sont, qui sont des résidents. Là, je vous parle des Chinois qui investissent, qui arrivent de Chine. Est-ce que ça leur arrive d'ouvrir une agence immobilière Oui, il y en a quelques-uns qui sont installés. Alors, je suis désolée, je n'arriverai pas à vous donner le nom, mais je pourrais vous les communiquer. Mais effectivement, ça arrive. On a aussi, nous, on est promoteurs immobiliers, donc on construit nous-mêmes, on est un des leaders sur le marché. On va y revenir. Et en fait, on a déjà été abordé par certains groupes chinois qui voulaient acheter des appartements en grande quantité et les écouler auprès de leurs investisseurs particuliers. Et quels sont les conseils que vous donneriez aux investisseurs chinois qui veulent acheter un bien immobilier au Portugal? C'est-à-dire, à quel point il faut faire attention? Alors, moi, je trouve que les investisseurs chinois sont assez avisés. Donc, ce sont des grands. Vous êtes Qui des les grands. conseille alors? Effectivement, vous avez des avocats. Vous avez également. Le marché est transparent quand même au Portugal, donc vous pouvez voir les prix qui sont pratiqués. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on est sur des biens immobiliers qui sont aussi vendus au niveau national ou à d'autres nationalités, mais qui sont encadrés dans le marché et non pas un programme spécialement fait pour les Chinois. Donc, parce qu'en fait, il faut se dire aussi que plus tard, quand on veut les revendre, on les revendra peut-être à des Chinois, mais peut-être et certainement à des nationaux portugais. Donc, il faut que les programmes plaisent également au Portugal pour qu'on puisse les revendre en toute tranquillité. Donc voilà, après, on est dans un marché européen, les choses sont quand même encadrées. Vous avez un cadastre, on citait tout à l'heure la Grèce. C'est vrai qu'apparemment, dans la Grèce, on a des difficultés d'avoir un cadastre. Au Portugal, les choses sont très transparentes et ils sont vraiment dans un... On a même tout est online, donc le cadastre est déjà enregistré sur Internet et il est consultable et visible. Donc là, je reviens toujours à ma question tout à l'heure. À quoi il faut faire attention quand même, parce que ce sont des investissements lourds de conséquences, et puis ça nécessite quand même un montant important. Il faut quand même, faire attention à un certain nombre de points. Et est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Alors,
Pour les Chinois qui seront installés en France et qui sont familiers du marché français, au niveau de législation, par exemple au Portugal, on parle en mètres carrés brut, pas en loi Carrez. Oui, donc ça veut dire que ça compte les murs, les demi-murs sont comptés. Donc ça c'est typiquement quelque chose où quand on a des gens qui connaissent le marché français, qui sont habitués au marché français, on leur dit bon, ça c'est du brut, c'est pas du Carrez comme vous avez l'habitude. Après, il faut faire attention, on va dire, à la copropriété, savoir en fait on va dire que voilà, les choses dans lesquelles on est habitué un petit peu à faire attention en France, il faut de la même manière faire attention aussi au Portugal. Donc savoir l'état de la copropriété, s'il va y avoir des travaux. Au niveau de l'appartement, on a des normes européennes, donc tout ce qui est construit depuis les 5 dernières années, il y a eu des normes européennes qui sont établies et qui donnent une qualité de construction qui est très importante. Je pense qu'on a au niveau européen des législations qui nous protègent bien et qui encadrent bien la construction immobilière. Donc ça, il faut faire attention, savoir si on a le permis d'habitabilité, qui est en fait un permis délivré par la mairie en disant que l'appartement est conforme. Mais bon, grosso modo, si on sait bien s'entourer, je pense que ça par contre c'est effectivement quand on ne parle pas la langue, c'est obligatoirement on va dire le prix de la tranquillité que de faire appel à des gens qui sont spécialistes, que ce soit des avocats ou des notaires, sur le marché pour se faire conseiller, surtout quand on achète de l'ancien et à des particuliers. Mais je dirais qu'il n'y a pas énormément de pièges. Donc si jamais on appréhende le marché et on connaît les législations, il est facile d'investir au Portugal, c'est pas compliqué. Alors, quels sont les avantages fiscaux ? Alors les avantages fiscaux sont pour la plupart, pour ceux qui s'installent au Portugal, donc c'est le fameux statut de non-résident habituel, où en fait, pour cela, il faut s'installer au Portugal. Il est délivré, si vous n'avez pas été résident au Portugal les 5 dernières années, quelle que soit votre nationalité. Mais par contre, il faut s'installer. En fait, il faut ne pas avoir été résident les 5 dernières années et s'installer. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les Portugais qui vivent à l'étranger, s'ils ont passé 5 ans en dehors du Portugal et ils reviennent et que demandent ce statut de non-résident habituel, l'obtiennent. Quel que soit, on peut être chinois, français, peu importe, il ne faut pas avoir été pendant 5 ans résident au Portugal. On obtient ce statut très facilement et en fait ce statut est concédé pendant 10 ans. Il exonère totalement d'impôts sur les revenus perçus à l'étranger, que ce soit les actions, ça soit bref les dividendes. Par contre, au niveau de la pension de retraite du privé, Excusez-moi, je peux revenir sur le point que vous venez d'évoquer. Quand au bout de 10 ans, pendant 10 ans, on est exonéré d'impôts sur le revenu. Sur les revenus perçus à l'étranger. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez prononcé le mot. Voilà, perçus à l'étranger. Donc si vous êtes résident au Portugal, si vous générez si vous vendez des actions ou vous avez des dividendes qui sont aussi bien, je ne sais pas, en France, en Chine, en Belgique, je ne sais où, vous n'êtes pas imposé au Portugal. Après, vous avez certaines retenues à la source. Ça dépend des pays. Il faut voir les conventions entre les pays. On a des conventions de double imposition. Et donc, chaque pays a donc son imposition propre éventuellement. Mais c'est vrai que c'est très avantageux, même par rapport à la France, quand on s'installe à ce niveau-là, parce que la France perçoit un petit peu, mais il n'y a plus de CSG, CRDS. Donc on gagne beaucoup dans ce poste-là. Pour ce qui est de la retraite, les pensions de retraite, vous êtes imposé à 10%. Donc 10% sur la pension de retraite. Voilà. Alors, pour faire un parallèle avec l'investissement en France, je crois savoir que quand un Chinois achète un bien immobilier en France, il n'obtient pas automatiquement le visa. Quel que soit le montant, non. Tout à fait, parce que ce sont des programmes différents. Donc là, ici, dans ce programme bien particulier qui existe depuis 2012, le vrai nom, c'est un statut pour les investisseurs, en fait.
Et en fait, vous obtenez un visa d'investisseur. Visa d'investisseur. Ouais. Donc en fait, il faut avoir, dans les points que j'évoquais, par exemple, je vais dire qu'à 95%, les gens obtiennent le visa parce que grâce à l'immobilier, parce qu'ils préfèrent, c'est plus simple. Et en fait, ils s'engagent pendant 5 ans à conserver ce bien ou éventuellement le revendre mais en racheter un autre. Celui-là ou plusieurs, hein, ça peut être plusieurs biens qui fassent le total de 500 000 €. Il ne faut pas avoir contracté un crédit au Portugal, c'est-à-dire que vous pouvez le faire dans votre pays, mais l'optique c'est d'avoir de la liquidité pour le Portugal. Donc en fait, il faut le garder pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, vous pouvez, ce Golden Visa vous donne, au bout de 5 ans, vous l'avez automatiquement et vous pouvez demander même la nationalité portugaise. Alors après, tout le monde ne la demande pas, mais en tout cas, vous avez gagné le droit d'avoir ce permis de résidence. Donc, voilà. Et vous pouvez travailler librement au Portugal. Toujours avec ce Golden Visa. Voilà, avec ce Golden Visa. Et donc, les avantages qu'octroie ce Golden Visa, c'est avoir le droit de travailler au même titre qu'un Portugais. Tout à fait. Ah, oui. Et quoi d'autre? C'est voyager dans les 27, dans l'espace Schengen. Dans l'espace Schengen, voilà. Sans avoir besoin de visa. Voilà, exactement. Ouais. Vous rentrez dans l'espace, vous avez votre visa. Pour l'éducation de ses enfants, par exemple. Aussi, oui, tout à fait. Vous pouvez, ça vous donne le droit. Je crois savoir que la France a un programme pour les étudiants d'1 an, il me semble. Je ne sais pas s'ils l'ont encore, mais effectivement, au Portugal, ça vous donne le droit de pouvoir même travailler au Portugal et de voyager et de faire des affaires dans d'autres pays. Donc c'est vraiment très avantageux. Et surtout, ce qui est très avantageux par rapport à d'autres, c'est qu'en fait, vous avez d'autres Golden Visa, comme l'Espagne qui le fait, par exemple. Voilà, en Espagne, ils vous obligent à rester 6 mois dans l'année à vivre en Espagne. Alors qu'au Portugal, vous avez en réalité 7 jours par an, donc, et qui peuvent ne pas être consécutifs. Donc en fait, vous pouvez passer 2 jours. Très souple, hein, ouais. Oui, tout à fait. Donc, et c'est vrai que c'est justement, je pense, le succès, et c'est pour ça qu'on a eu autant d'adhésions, c'est que effectivement, c'est un programme qui est très bien fait pour les entrepreneurs. C'est vrai que il est très souple. Il ne vous oblige pas. D'ailleurs, vous demandez la nationalité au bout de 5 ans si vous la souhaitez, ce n'est pas obligatoire. Ah oui. Voilà. Du coup, qui investit au Portugal? Qui sont ces Chinois qui investissent? Est-ce que vous pouvez nous décrire leur profil? Alors, j'ai un petit peu de mal. Je pense qu'il y a beaucoup c'est un peu éparpillé dans toutes les régions déjà. Je pense qu'aussi il y a beaucoup d'entreprises, d'agences de visas chinoises qui travaillent en direct, hein, donc qui amènent, en fait, on va dire. Alors on a quelques investisseurs chinois qui parlent très bien l'anglais, qui viennent. Mais on a aussi beaucoup de gens qui ne parlent pas l'anglais ou le français ou le portugais, voilà. Et donc du coup, en fait, c'est vrai que eux passent forcément par des agences parce qu'ils ont besoin. En général, ils viennent donc en groupe, hein, donc il y a des affrètements qui sont faits, ils visitent les biens. Et donc, on va dire que c'est un service clé en main. Tout est fait automatiquement par des sources chinoises. Alors, quand on achète un bien, quand on signe, on va dire, une promesse de vente, quelque chose comme ça, hein, on peut devenir propriétaire au bout de combien de temps? Parce qu'en France, il y a un délai quand même. Hein. Oui, alors on n'a pas autant de délai qu'en France. Donc, j'ai l'impression qu'au Portugal, tout est moins, on va dire, rigide qu'en France. Oui, ou en tout cas, il y a peut-être moins de... C'est vrai qu'on n'a pas de loi Allure qui oblige... En fait, c'était un peu comme il y a quelques années en France, on n'avait pas ces délais de 3-4 mois pour pouvoir faire une... Au Portugal, comment ça se passe? Alors, ça dépend. Si vous achetez un bien en état futur d'achèvement, donc il y a le temps de la construction, donc vous signez un contrat de promesse d'achat et vous devenez propriétaire avec l'acte notarié à la fin quand le bien est prêt et qu'on a un permis d'habitabilité
de bonne conformité délivrés par la mairie. Mais vous pouvez aussi acheter dans l'ancien. Voilà, et alors, comment ça se passe? Vous faites un contrat de promesse d'achat. Toute la documentation se prépare, mais assez rapidement parce qu'on a justement le cadastre online, etc. Bien souvent, en fait, c'est soit le temps de demande de crédit qui allonge un petit peu les délais d'acte de vente, ou ça peut être aussi le droit de préemption de la mairie, mais il est délivré en 6 jours. En 6 jours, la mairie se prononce. Donc en fait, en 15 jours, on peut être propriétaire définitivement avec l'acte notarié. Ben justement, vous venez de soulever un point très important. Quand on achète un bien immobilier, on va dire prestigieux, plus ou moins prestigieux au Portugal, et qu'on n'a pas assez de fonds, dans ce cas-là, on peut faire appel à un crédit immobilier, on peut souscrire un prêt. Oui, alors oui, effectivement. Après, c'est vrai qu'il faut avoir certaines garanties. Quand on habite en Chine, c'est un peu difficile à la banque portugaise de se mentir correctement. On va dire que quand on habite en Europe et qu'on a des revenus et des impôts qui sont des impôts perçus par exemple en France, on est en Union européenne, donc c'est simple de pouvoir vérifier les documents, etc. Et la banque portugaise demande une hypothèque sur le bien immobilier. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, quand on n'habite pas dans le pays, il faut au moins compter 50% d'apport pour… 50% voilà. d'apport Oui, tout à fait. initial. Oui. Sachant que si on veut le Golden Visa, il faut avoir les 500 000 euros sans financement portugais. Mais vous pouvez aussi… J'ai des clients qui se financent par exemple en France. En effet, le seuil minimal est de 500 000 euros. Voilà. Ouais. Mais du coup, les Chinois là, qui investissent au Portugal, ils arrivent tous avec de l'argent liquide. Enfin, liquide ou pas, c'est des transferts. Donc, par virement, je veux dire par là tout que à fait. Oui, c'est cash. Enfin, c'est hors crédit, quoi. Oui, tout à fait, c'est hors crédit. Après, on a des personnes qui veulent acheter des biens qui sont plus importants que les 500 000 euros, qui peuvent faire un crédit au-delà des 500 000 euros. Même sans avoir la nationalité portugaise, sans y habiter, c'est possible. Oui, la banque se garantit avec le bien immobilier acheté. Donc, oui. En effet, moi je trouve que c'est beaucoup plus avantageux. Je pense que c'est très souple, c'est pour ça que ça attire beaucoup de Chinois. Mais à part les Chinois, et quels sont les investisseurs qui viennent acheter du bien immobilier au Portugal? Alors on a beaucoup de Français, comme vous le signaliez. Les Français arrivent en seconde position? Alors ça dépend. Si on peut faire un classement. Si on fait un classement, je dirais qu'on avait ex aequo, en fonction des années, on a soit les Britanniques, soit les Français, qui sont les premières nationalités étrangères. Ah, quand même. Oui. Devant les Chinois. Devant les Chinois, oui. Parce qu'en fait, les Français et les Britanniques sont plus nombreux. Donc, et puis, il y a une question de proximité aussi. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Donc après, on a beaucoup de Brésiliens dernièrement. Brésiliens? Oui, parce qu'ils cherchent… déjà, on a la même langue, on parle portugais. Et puis aussi, on a quelque chose d'extraordinaire que malheureusement, ils n'ont pas, c'est qu'on est le 3e pays le plus sûr au monde. Donc en fait… Le 3e pays le plus sûr au monde. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en termes de sécurité, douceur de vivre et pas d'attentats. C'est quel pays alors, il me semble que c'est l'Islande. Islande, c'est pas la même température. Je pensais que c'était la Chine. Oui. Je pensais que la Chine, c'était le premier pays, on va dire… Alors, c'est le Global Peace Index. Le premier pays le plus sûr en termes de sécurité. C'est possible, mais en fait, le Global Peace Index a plusieurs critères. Donc, en fait, bien sûr, tout dépend quels critères. Oui, c'est pas seulement l'aspect criminel ou non criminel, etc. C'est tout un conjoint. Et en général, quand les Chinois achètent un bien immobilier au Portugal, c'est souvent dans de l'ancien ou c'est dans du neuf? Alors, ils préfèrent le neuf. Ils préfèrent le neuf. Oui, ils préfèrent le neuf. Quelle raison? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est une constante en général. Bon, peut-être pour justement ne pas s'embêter, tout est déjà prêt. Avec les travaux. Voilà. Et puis c'est vrai qu'on a des stationnements sous-sol quand on est dans du neuf. On a aussi des belles réalisations à Lisbonne qui sont au bord du fleuve. Et il y a beaucoup de quartiers neufs qui se développent aussi au Portugal, donc sur Lisbonne.
Donc, Mais c'est le vrai problème, que... c'est que quand on investit dans du neuf, surtout dans des villes historiques comme Lisbonne, j'imagine que c'est pas des constructions au centre-ville. Alors, Déjà à Paris, c'est quasiment impossible. Et c'est pour ça que le prix de l'immobilier parisien au centre de Paris, je vais dire, reste assez élevé de manière constante. Mais à Lisbonne, c'est pas le cas. Alors, à Lisbonne, on a quand même des endroits où il y avait beaucoup de jardins ou de petites maisons. Donc, on peut... Il y a encore du foncier dans Lisbonne possible. Et puis après, on a aussi, quand je dis du neuf, c'est aussi des immeubles qui sont entièrement rénovés et qui sont... Vous gardez la façade, voilà. Au centre-ville. Exactement. Vous gardez la façade, vous construisez tout en neuf et voilà. Ça veut dire que on peut encore acheter, on va dire, on peut encore vivre au centre-ville tout en habitant dans un bien immobilier neuf. Oui. Grâce à des programmes de rénovation. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre? Oui, tout à fait. Il y a ça. Il y a aussi le fait que quand on a, comme je vous disais, le prix immobilier est quand même plus accessible. Quand on compare Paris, on est à 10 000 € du mètre carré ancien et neuf confondus. Intramuros, au Portugal, à Lisbonne, dans le centre de Lisbonne, on est à 4 000 € du mètre carré. Donc, 4 000 €. Oui, tout à fait. Dans un quartier, on va dire UP. Alors, dans un quartier UP, vous êtes plutôt à 7 000 €, mais en fait, à 4 000 €, vous êtes dans un bon quartier également et vous êtes dans Lisbonne. Est-ce que vous pouvez nous décrire d'une manière générale le marché immobilier portugais et son fonctionnement? D'accord. Alors, le marché immobilier portugais a connu une crise très importante de 2008 à 2013, où on avait eu une décote très importante des prix immobiliers, à la fin mais qui n'était pas due à trop de biens, mais parce que les Portugais n'arrivaient pas à acquérir. Donc, on n'avait plus de liquidité au Portugal, donc le marché était descendu. C'était suite à la crise financière, voilà, peut-être. Tout à fait. Ensuite, progressivement, à partir du dernier trimestre de 2013, les prix ont commencé à augmenter. En fait, pour quelle raison? Parce qu'en fait, à nouveau, les gens avaient accès au crédit. On a aussi, les gens ont découvert le Portugal, parce que jusqu'à présent, c'était... Dans ce cas-là, ceux qui viennent, c'est plus les acheteurs, les acheteurs qui commencent à acheter, à entrer sur le marché immobilier portugais. À partir de 2013, ce sont essentiellement des étrangers. Alors, de 2013 jusqu'à 2016, c'était essentiellement des étrangers. Dont les Chinois. Voilà. Ensuite, à partir de 2016, le pays s'est récupéré. Donc, on a eu aussi beaucoup d'investisseurs portugais nationaux qui investissaient donc, soit pour une résidence principale, mais aussi beaucoup pour la résidence secondaire pour faire de la location touristique. Surtout dans le centre de Lisbonne, on a eu beaucoup d'immobilier qui s'est développé grâce à ça. Et puis aujourd'hui, maintenant on a l'histoire du Covid, mais effectivement les Portugais sont les premiers acheteurs au Portugal. On est redevenu dans la normalité du marché national. C'est-à-dire qu'on a 20% d'investisseurs étrangers et le reste, et le reste, ce sont des Portugais qui achètent un bien au Portugal. Est-ce que vous pouvez présenter votre agence? Oui. Alors, en fait, je viens ici en tant que maison au Portugal. Donc, on existe depuis... cette marque existe depuis 2011. Quand on a eu cette crise immobilière, on est parti en France. On est parti également en Suède, on est parti au Brésil, donc pour porter nos biens immobiliers. Mais on est promoteur immobilier depuis plus de 30 ans. On est un des leaders de la promotion immobilière au Portugal sous le nom de Libertas, qui est le groupe immobilier. Donc on construit, on livre environ 300 appartements, 350 appartements chaque année. 350 appartements. Et donc on a une taille plutôt... le marché est très petit au Portugal, donc c'est plutôt... on est parmi ceux qui livrent le plus. On construit qu'en classe A énergétique, donc, et on est très spécialisé dans l'Algarve, le sud du Portugal et la région de Lisbonne.
Ouais. Voilà. Mais justement, est-ce que vous avez des programmes de construction aux normes énergétiques actuelles? Oui, bien sûr. Comment ça se passe? Déjà, on a une norme qui est de TÜV, qui est la norme 14000, ISO 14001. ISO 14001, ouais. Qui est une norme environnementale également. Donc, en fait, dans nos programmes immobiliers, on recycle le matériel utilisé. Et puis, donc, on ne construit qu'en classe A énergétique. Donc, ça veut dire, dans beaucoup de programmes, on a des résidences privées, on installe des récupérateurs d'eau de pluie, on a de l'énergie solaire pour chauffer l'eau. Voilà, mais là où il y a beaucoup de soleil, hein, forcément. Oui, il y en a toujours un petit. Au Portugal, il y en a beaucoup. Beaucoup, effectivement. C'est pas ça qui manque. Hein, non, c'est vrai. C'est l'avantage. Par contre, effectivement, au Portugal, on a aussi l'avantage d'être baigné par l'océan. Donc, on n'est pas à des températures caniculaires. Donc, si vous voulez, dans le sud du Portugal, en hiver, il fait 18 degrés. Et en été, il fait 32, 33. Donc, c'est très agréable. Donc, vous êtes leader sur le marché immobilier portugais. Et là, aujourd'hui, en fait, vous avez une agence à Paris, puisque vous êtes là. Oui. On a des agences, on a une agence à Paris, mais on fait aussi beaucoup, on va en province on va aussi dans d'autres pays, donc on organise des conférences. C'est pas moi qui m'en occupais, mais on s'est déjà rendu plusieurs fois en Chine également lors de foires d'immobilier étranger. Justement, si par exemple un Français, un Chinois d'origine, un Français d'origine chinoise qui réside à Paris et qui souhaite investir au Portugal, on va dire le chemin le plus court, ce serait de passer par vous, l'un des chemins les plus pratiques. Oui, c'est vrai qu'on, par rapport au marché français, nous, on connaît bien justement, déjà tous nos conseillers sont bilingues, donc ils parlent très bien français et évidemment portugais, mais on a également des gens qui parlent aussi anglais, donc en fait on est un peu transversaux. Mais oui, bien sûr. Mais dans votre agence parisienne, est-ce que vous avez déjà reçu des investisseurs chinois, qu'ils résident en France ou qu'ils viennent directement de Chine populaire? Alors, j'ai déjà eu des cas lors des conférences qu'on organise, de personnes chinoises qui étaient venues, qui sont venues assister et qui habitaient effectivement en France. Et qui souhaitaient investir au Portugal. On a déjà eu ce cas de figure. On a aussi, à travers la promotion immobilière, au Portugal, beaucoup d'investisseurs chinois qui sont venus directement nous voir, qui a un trajet le plus court. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut être une très bonne plus-value pour les Chinois installés en France ou qui ont de la famille eux-mêmes ou à l'abri de ce Golden Visa. Et on les conseillera avec éthique et on les recevra avec plaisir.